Donc, le titre, ben, c'est Quand grandir avec un handicap devient un atout pour une carrière en recherche. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai eu une amputation quand que j'étais très jeune. Donc, à l'âge de peut-être un mois et demi, j'ai eu une amputation. Donc, pour faire un bref aperçu de mon diagnostic médical, j'ai grandi sur la rive sud de Montréal et quelques jours après ma naissance, soit une dizaine de jours après, j'ai été à l'hôpital Charlemagne qui est sur la rive sud et ma jambe gauche, elle était blanche, bleue, un peu froide. Donc, automatiquement, ils m'ont transféré au CHU Saint-Justine à Montréal, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hôpital pédiatrique. Et dans cette période-là, je suis resté de 10 jours jusqu'à peu près 3 mois et demi, 4 mois jusqu'à à l'hôpital, autant en soins intensifs, ainsi de suite. Et le diagnostic que j'avais, ben, en fait, on ne connaît toujours pas la cause. On sait que c'est une coartation de l'aorte, mais au niveau abdominal, ce qui est excessivement rare. En fait, je suis le premier au monde à avoir eu exactement cette maladie-là, qu'on n'a toujours pas le nom. Suite à cela, ben, initialement, la coartation ou le blocage, si on veut, là, c'était dans la jambe gauche, au niveau fémoral, et ça l'a transféré dans la jambe droite. On ne sait aucune raison pourquoi que ça a décidé de transférer d'un bord à un autre. Mon grand-père, il dit que c'est à cause de la religion, puisque j'ai le chapelet du frère André, donc un frère qui est vraiment très connu à Montréal. Donc, c'est dans la famille, il l'avait déposé, puis ça l'a comme transféré d'un bord à l'autre, comme par miracle. Mais bon, ça dépend si tu crois à ça ou pas. Moi, je n'y crois pas trop, mais clairement, il y a des raisons médicales également, mais on n'a aucune explication par rapport à ça. Pendant environ 2 semaines, il disait à mes parents, ben, il va décéder dans les 5 prochaines heures, dans les 2 prochaines heures. Donc, ma mère a me tenu quelques fois en pensant que c'est la dernière fois. J'étais plugué partout, des fils sur la tête, sur les jambes, ainsi de suite. Puis, finalement, je ne suis pas décédé, ben, évidemment. Puis, pendant cette période-là, ils ont décidé d'amputer la jambe avant que ça monte trop haut. Donc, ils ont amputé la jambe droite au niveau transtibial. On voit ici là, il y a un rayon X de la jambe droite qui est récent, en fait, là, parce que j'ai quelques petits problèmes avec ma jambe amputée en ce moment. Donc, la difficulté à marcher. Et donc, on voit vraiment une amputation. J'ai encore mon tibia. Et ce que j'ai appris la semaine passée, j'ai encore un petit bout de mon péroné. Pendant 37 ans, j'ai toujours cru que j'avais pas un péroné. Donc, bon, c'est pas un choc, mais quand même, c'est un petit fait cocasse. Et à travers de cette période-là, euh, bon, j'ai eu une amputation transtibiale, j'ai eu une amputation de la grosse orteil gauche, j'ai un seul rein, donc un de mes reins, il a fondu, qu'on dit là, dans le jargon. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de circulation sanguine qui se faisait. Donc, il a comme disparu à travers les années. Puis, l'avantage, c'est que l'autre rein a pris 2 fois sa grosseur, donc ça compense pour un des reins. Ensuite, la diminution de la circulation sanguine dans les jambes. Et je vous explique tout ça, puis je vais vous mettre en contexte par la suite dans les différentes prochaines diapos. La circulation sanguine, en fait, j'ai pas d'artère complètement bloquée dans la jambe gauche, donc dans la bonne jambe. J'ai développé des collatérales, ce qui veut dire que ma pression artérielle est en tout temps 80/40 dans la jambe gauche. Ce qui veut dire que mon endurance, elle est très, très limitée. Je peux marcher 500 mètres, puis je dois me reposer 5, 10, 15 minutes. Puis ça dépend des variations, ça dépend si je m'entraîne ou pas, ainsi de suite. Et dans la jambe droite, c'est partiellement bloqué. J'ai essayé de trouver des photos de ça, là, mais je n'ai pas été en mesure de les trouver pour la présentation, je suis désolé. Et entre-temps, depuis que je suis bébé, ben, j'ai eu une vingtaine de chirurgies, que ce soit pour ma rotule, que je me suis déchiré les ménisques, les ligaments, ainsi de suite, parce que ça venait mettre trop de pression avec une amputation transtibiale. C'est excessivement rare, une amputation transtibérale si court que ça. Donc, c'est à peu près 6 ou 7 centimètres. Normalement, c'est beaucoup plus élongé. Donc, les bras de levier, la biomécanique est beaucoup plus est mieux adaptée dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment un gros questionnement qu'on avait. Encore aujourd'hui, est-ce qu'on va amputer au niveau transfémoral ou pas? Donc, les avancées de prothétiques sont vraiment importantes, surtout dans mon cas. Donc, les autres chirurgies, ben, des fois, c'est opération au cœur. Dans ma jambe gauche, mon tibia, il poussait plus rapidement que mon péroné. Donc, ça amenait une déviation au niveau de la cheville. Donc, vous pouvez vous douter, j'ai eu des broches pendant plusieurs années, et ainsi de suite. Donc, ça pouvait avoir également un impact dans les différents sports. Donc,
Évidemment, c'est un bref aperçu, là. Je pourrais parler des jours juste sur mes diagnostics médicaux, puis de donner des exemples plus concrets, puis des faits cocasses. Mais c'est juste pour donner un bref aperçu. Donc, on va aller un peu plus maintenant dans quand j'ai grandi, comment j'ai grandi avec une prothèse. Euh, Ici à gauche, c'est ma première prothèse que j'ai eue. En fait, je l'ai encore, elle est dans mon bureau. Là, je ne suis pas dans mon bureau en ce moment, mais c'est vraiment la première prothèse qui a été fabriquée. Donc, si on regarde le développement moteur typique chez les enfants en développement typique, pour ceux qui ont des enfants ou qui ont des jeunes frères ou sœurs dans leur famille, à partir de certains âges, on se lève la tête, on est capable de se rouler. Puis à partir de 8 mois, 9 mois en moyenne, on commence à ramper, donc il faut pousser avec nos jambes. Or, dans mon cas, ben, c'était pas possible, puisque j'avais une jambe amputée, une certaine atrophie également. Donc, avec ma prothésiste Carole Saint-Jean, qui est à la retraite maintenant, elle a fabriqué cette prothèse-là, non pas pour apprendre à marcher, mais pour apprendre les différentes habiletés motrices qui sont nécessaires pour apprendre à marcher. Donc, avec cette prothèse-là, c'était vraiment juste pour le fait de dire, est-ce que tu es capable de simuler une prothèse, de simuler une fausse jambe à travers ça? Donc, la prothèse, elle est extrêmement simple, mais si on remonte de 36 ans, 37 ans, c'était tout simple comme ça. Donc, je vais parler un peu du moulage un peu plus tard, là, de comment que ça fonctionne, mais le pied, c'est quelque chose qui est extrêmement simple, qui n'a aucune flexion, aucune extension, donc en position neutre. Un cuissard qui vient au niveau de la cuisse et avec un attelle, si on veut, autour de la taille pour venir stabiliser, pour ne pas la perdre également. Donc, puisque dans le temps, ben, c'était pas aussi avancé que ça. Donc, avant de mettre la telle, ben, je pouvais marcher, puis la prothèse, elle s'enlevait. Fait que le pied, il restait à l'autre bout, puis moi, j'étais rendu à l'autre bout du salon ou autre. Donc, je mets en blague que déjà en bas âge, je m'entraînais pour compenser la faiblesse des jambes. Je faisais des push-ups. Et ici, on a vraiment une photo typique de quand j'ai commencé à me tenir debout. Donc, pour des ergothérapeutes, pour des chercheurs, et ainsi de suite, c'est vraiment important l'adaptation de l'environnement, de mettre tout en place. Est-ce qu'on peut développer certains outils pour que ça facilite la marche chez l'enfant? Donc, on peut voir une des premières photos. Puis, un fun fact, en fait, j'ai appris à marcher. J'étais un gros bébé là, quand je suis né, là, j'étais 10 livres quand je suis né. Donc, quand j'étais très orienté vers le sucre, les bonbons, et ainsi de suite. Et comment que j'ai appris à marcher? Ben, c'est à cause des bonbons. Tu avais mon père dans l'extrémité du salon, puis ma cousine dans l'autre, puis il m'appelait avec des bonbons. Puis si je ne me levais pas pour marcher, pour aller chercher des bonbons, ben, j'avais pas le droit des bonbons. Donc, littéralement, j'ai appris à marcher avec des friandises. Tout ça pour dire qu'il faut un aspect motivationnel pour l'enfant. Mais déjà, en partant, on peut se questionner sur la difficulté de fabriquer une prothèse. C'est extrêmement difficile de fabriquer une prothèse. C'est très subjectif. Ça dépend beaucoup des commentaires de la personne amputée. Ça dépend de l'expérience de la prothésiste. Mais imaginez maintenant un enfant de 8 mois qui ne parle pas, qui dit à peine papa ou maman, que vous devez fabriquer une prothèse qui est moulée directement au type d'amputation. Puis s'il marche avec ou il rentre parce que mal, il ne te le dira pas, il va peut-être pleurer. Essayer de trouver c'est où le point de pression qui vient amener une certaine douleur. Donc, c'est un processus qui est extrêmement difficile d'apprendre à marcher chez une personne avec une amputation. Là, je ne vois toujours pas de main levée, mais n'hésitez pas là, si vous avez des questions ou si vous voulez renchérir avec votre propre expérience personnelle, si vous avez un enfant qui a une incapacité, que ce soit paralysie cérébrale ou peu importe, ou que vous avez vu déjà ça sur le terrain en termes de pratique, ou si vous avez des projets par rapport à ça, là, ça serait le fun que vous essayiez de développer un peu par rapport à ça. On va skipper un peu plus loin. Bon, un des grosses difficultés chez la personne amputée et toute autre personne en situation de handicap, c'est d'accepter son handicap. On ne se le cachera pas. Moi, ça a été extrêmement difficile d'accepter mon handicap à travers certaines années. Primaire, j'étais correct. Au secondaire, c'est un autre défi, surtout que j'allais dans une école secondaire qui avait ça brassait quand même beaucoup, là. Tu avais une police à temps plein dans l'école, juste pour vous donner une idée à quel point que ça pouvait brasser. Donc, l'intimidation était extrêmement présente. Donc, on essaie, des fois, on se retire à cause de notre handicap. Les séminaires des amputés de guerre me fait aider énormément sur l'acceptation que j'ai une amputation, puis ça va rester toute ma vie. Mais au-delà de ça, de la qualité de vie, l'acceptation, participation sociale, c'est de voir d'autres personnes
dans des situations similaires. On le voit ici avec le petit Jacob, là. Donc, je suis un peu comme son parrain. En fait, lui, il manque la jambe gauche. Et ce qui m'a fait réaliser, je suis retourné souvent comme membre senior, donner des conférences à l'âge de 16, 18, 20 ans, c'est l'hétérogénéité des personnes qui ont une amputation, les différents types de prothèses, les différents besoins, que ce soit je veux jouer au tennis, mais il me manque une main, que ce soit je veux courir, mais j'ai pas la force, que ce soit le design de la prothèse. Tout ça, les séminaires des amputés de guerre, à travers le temps, comment que les parents perçoivent ça, c'est quoi les avancées médicaux, parce qu'il y a des discussions à travers tout ça, ça me fait réaliser l'importance de, on a beau arriver avec des technologies ultra innovatrices, ainsi de suite, mais si ça ne répond pas à un besoin urgent de la population que vous étudiez, ça peut être un peu difficile de mettre ça de l'avant. De là, l'importance que je disais de trouver des patients partenaires, ainsi de suite. Puis ce séminaire-là, celui qui m'a vraiment fait réaliser, c'était celui à Québec. J'avais peut-être 21 ou 22 ans, puis ça m'a vraiment fait réaliser à quel point il y a un besoin nécessaire. Puis j'étais en train d'étudier en kinésiologie. On parle-tu assez d'activité physique adaptée? Est-ce qu'il y a des outils, ainsi de suite? Donc, c'est vraiment ce séminaire-là qui m'a fait réaliser beaucoup de choses. On grandit à travers les âges. J'ai parlé un peu de l'apparence physique. Ça a l'air anodin, c'est OK, ton apparence physique, mais pendant un bout de temps, moi, j'étais en pantalon, tout le temps, tout le temps, tout le temps en pantalon, parce que je voulais pas montrer que j'avais un handicap. Je voulais pas montrer que j'étais différent des autres personnes, jusqu'à temps qu'il y ait un déclic dans ma tête qui dit, Hey, je vais l'utiliser en faveur de moi-même. Mais ce que je veux mettre l'emphase ici, c'est que l'apparence physique, tu sais, on pense, OK, ben c'est simple, on fait juste une prothèse, mais ici, c'est la journée de mon mariage avec moi, puis j'avais mon chien qui était avec moi. Le- la prothèse, elle est large. Le fait de mettre une prothèse large dans ton habit, tout ton habit est défait, il n'est pas adapté. Puis on peut le voir, là, je ne sais pas si vous voyez dans l'image ici, je suis penché, c'est en angle peut-être 100, 110 degrés. On le voit, la délimitation de la prothèse. Ben, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Est-ce que ça peut venir déchirer le pantalon? Est-ce que tu veux que le monde mette l'emphase là-dessus? Tu sais, il y a du monde qui perd leur jambe à l'âge de 25 ans, puis la première chose qu'ils vont voir dans cette photo-là, c'est vraiment les délimitations de la prothèse. Donc, c'est de quoi qu'il faut penser également lorsqu'on crée une prothèse. Puis ici, pour moi, ben, je faisais beaucoup de moto, mais pour moi, c'était identitaire. Ben, je mettais une tête de mort sur ma prothèse, ainsi de suite. Je trouvais ça le fun. Euh, Là, j'ai plus ça parce que ben, je travaille avec des enfants, puis tous les enfants me demandent de voir ma prothèse. Fait qu'en ce moment, j'ai comme sur la prothèse que je porte en ce moment, c'est une forme de Star Wars. Donc, tu sais, les designs de comment on est capable d'intégrer ça, est-ce qu'on est capable de le rendre un peu plus mince, c'est super important. Fait que, tu sais, je vous parle d'activité physique, mais je vous parle également de design, un peu de prothèse. Je vois des étudiants en ce moment en design qui ont certains projets par rapport à ça. C'est de quoi qu'on ne pense pas nécessairement, mais qui peut avoir une super de grosse influence sur la personne. L'activité physique, pour moi, c'était primordial. Dès un jeune âge, j'ai toujours fait de l'activité physique. Je suis quelqu'un qui est ultra sportif. Mon père était ultra sportif. Ma tante a joué aux Olympiques en 76. Donc, dans notre famille, c'est crucial d'être actif. Donc, dès un jeune âge, j'ai adoré la natation. J'ai fait du vélo un peu plus vieux. Donc, déjà en partant, il faut prendre en considération qu'il faut que ce soit des prothèses qui vont dans l'eau. C'est pas toutes les prothèses, comme la prothèse que j'ai ici ou que celle que je porte en ce moment ne va pas dans l'eau. Donc, il faut déjà en partant de penser à des prothèses qui vont dans l'eau. Mais est-ce que le pied va dans l'eau? Est-ce que le pied t'emmène une bonne flexion? Est-ce qu'il t'emmène un patron moteur qui est similaire aux enfants en développement typique? C'est toutes des caractéristiques qu'on doit penser. Si on regarde ici, quand que je faisais beaucoup de vélo, ainsi de suite, il y a différentes composantes. La prothèse, pour ceux qui ont jamais eu la chance de travailler avec une personne amputée, il y a différentes composantes, que ce soit le pied, la cheville, qui a un retour d'énergie, qui a une torsion, que ce soit le bout ici, que ce soit en bois ou en métal, ensuite l'emboîture, le cuissard, toutes ces composantes-là, il y a une panoplie de compagnies, il y en existe des dizaines puis des dizaines de compagnies qui vont avoir des centaines de produits. Après, c'est d'essayer de combiner le tout, comment qu'on peut faciliter l'utilisation et l'intégration de toutes ces prothèses-là. Puis ici, je montre une vidéo quand je faisais quand même beaucoup de compétitions d'escalade quand que j'étais à la maîtrise puis au doctorat.
Puis ça, c'est un défi, bon, pour ceux qui en font beaucoup, V3, c'est pas super difficile, là, normalement, quand tu es habitué. Mais le défi particulier ici, c'est que c'est transversal. Donc, vous voyez la direction où je m'enligne, c'est où que je suis la jambe amputée. Pourquoi je ne mets pas ma jambe amputée, ma prothèse, quand je fais de l'escalade? Je suis déjà tombé de 10 pieds de haut, la tête première, puis la prothèse, elle m'a revolé dans le visage, je me suis cassé les dents. Donc, depuis ce jour-là, quand je fais du bloc, je ne veux plus mettre de prothèse, j'ai trop peur. Donc, on voit vraiment que je m'en vais vers la direction vers la droite. Donc, c'est des mouvements que normalement, avec le pied droit, tu vas aller appuyer à ta jambe à quelques endroits, puis que ça va être facile de transitionner. Mais dans mon cas, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de prothèse adaptée. Puis on voit que j'ai comme un manchon ici. Donc, est-ce que ça serait intéressant de développer des manchons avec une surface qui est un peu rugueuse pour me permettre de venir m'appuyer ou des choses comme ça? C'est encore des réflexions qu'on doit penser. Donc, ici, je vous donne vraiment 3 exemples de types de sports qui sont intéressants. Mais tu sais, je pourrais également dire, quand que j'étais plus jeune, je me rappelle à un moment donné, je jouais au baseball avec mes parents, avec un groupe, puis mes parents ils étaient dans l'audience, dans les estrades, puis je suis parti à courir du premier au deuxième but, puis la prothèse n'était pas attachée, elle cliquait pas, mais je suis parti à courir, puis la jambe est restée en arrière, puis j'ai continué à 4 pattes, aller jusqu'au deuxième but. Ben, tu sais, mes parents sont partis à rire parce qu'ils sont habitués, si on veut, que je perdais ma jambe de gauche à droite. Mais t'as les autres parents qui paniquaient leur vie, qui ont appelé l'ambulance, puis que c'était pas normal, puis tout ça. Donc, il y a quand même une sensibilisation à faire auprès du public, mais également sur quel type de prothèse qui serait bonne pour mieux outiller une personne avec une amputation, là. On pousse l'entraînement un peu plus loin. L'entraînement pour les Jeux paralympiques, pour ceux qui me connaissent, j'ai nagé pendant plusieurs années de niveau avec l'équipe nationale. J'avais des excellentes performances. J'ai pas fait les Jeux paralympiques parce que je me suis blessé au dos juste avant, mais j'avais mes temps pour les faire. Puis, ce que je veux vous montrer ici, c'est que, bon, l'image de gauche, c'est vraiment, premièrement, paralympique, tu n'as pas le droit de prothèse. OK? En natation, là, évidemment, pas à la course, là. Donc, à la natation, tu n'as pas le droit de prothèse pour ne pas avantager, ainsi de suite. Mais des fois, il y a des entraînements que si, par exemple, cette prothèse-ci, si je voulais mettre des PAM pour renforcer mes jambes, bien, ce pied-là, je pouvais le mettre en flexion plantaire complète. Donc, j'étais capable de mettre une PAM puis d'aller chercher des entraînements de renforcement musculaire, ainsi de suite. Puis ça, c'est d'autres images que je m'amusais à faire quand que je voyageais un peu partout, le drapeau humain. Euh, Ce que j'essaie de dire ici, c'est que l'image, l'image d'après le diapo d'avant, je parlais vraiment de la fabrication de prothèses. Mais là, ici, je parle de performance de haut niveau. Il y a beaucoup de chercheurs, Michael Begon, Jason Pouffard, Félix, qui regardent par rapport au fauteuil roulant adapté, et ainsi de suite, qui regardent pour les athlètes paralympiques, qui travaillent avec Parasport. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en ce moment. Si je regarde natation, les blocs de départ, est-ce qu'on peut faire un bloc, une plateforme de force qui est adaptée, qui pourrait avoir un potentiel d'eau? Est-ce qu'il pourrait avoir des algorithmes qui mettent de l'avant l'endroit d'un seul pied qu'on devrait positionner? Est-ce qu'on devrait mettre nos mains sur la plateforme ou il y a une autre manière? Paralympique, il y a très, très peu d'études à ce niveau-là. Tu as Mathieu Charbonneau qui travaille à l'INS, là, l'Institut national de sport, qui en fait quand même beaucoup d'études, c'est intéressant. Mais pour de vrai, il n'existe presque rien. Ça a une grosse influence. Puis, bon, sans faire de la politique, on le voit beaucoup, nos performances paralympiques, le Canada diminue de plus en plus. Oui, on gagne des médailles, mais on voit vraiment une grosse différence de là, 10-15 ans. Là, ça recommence à remonter parce que, comme je disais, tu as Félix, tu as Jason, tu as vraiment plusieurs chercheurs qui mettent l'accent là-dessus, tu as Michael, qui essaie de vraiment mieux comprendre. Puis il y en a d'autres, là, il y en a une panoplie d'autres, là. Mais on doit vraiment mettre nos efforts là-dessus pour dire qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis au-delà de ça, les recherches, c'est de manière très individualisée. On, où souvent, on les met tout le monde dans le même bateau, puis on n'amène pas une precision medicine, dans le fond, là. Donc, on n'amène pas la réadaptation personnalisée suite à son handicap. Donc, là, c'est la natation, mais imaginez les personnes en fauteuil roulant, quel type de fauteuil roulant qui est idéal? Est-ce qu'il y a un meilleur alignement de ça? Est-ce qu'on est capable de diminuer le poids? Euh,
il y en a d'autres qui pourraient parler plus que de ça là, que moi. La course, quel type de prothèse qui permet d'avoir un meilleur retour de force. On l'a vu beaucoup avec Oscar Pistorius, là. Il y a eu pendant des années, on se questionnait de est-ce que les athlètes paralympiques vont avoir des meilleures performances que les athlètes olympiques pour ceux qui sont double amputés ou pas. Donc, il y a beaucoup de recherches qui doivent être faites. Donc, je voulais vraiment démontrer la distinction entre la pratique d'activité physique pour le fun, lorsqu'on grandit, ou même quand on est adulte, et la performance de haut niveau. Bon, la prothèse, c'est excessivement difficile à faire. Donc, c'est, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est de manière très subjective. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu la chance, mais moi, j'ai une prothésiste qui est excellente. En plus, c'est ma voisine, c'est une de mes bonnes amies. Elle est vraiment là pour m'aider. Pour fabriquer le manchon, parce qu'on doit prendre la dimension de l'emboîture de la jambe amputée, la manière que c'est fait, c'est, bon, on ne voit pas ici comme du monde, là. On voit un peu, c'est avec, ça ici, c'est Marion, c'est ma prothésiste, elle taponne tout simplement le membre amputé. Après, elle met un genre de manchon avec du plâtre. Et ici, on voit également, dans mon cas, moi, ma jambe amputée, j'ai eu une greffe de peau aussi, fait que ça complexifie les choses. On le voit qu'ici, c'est 2 points de pression qui sont vraiment importants. Donc, elle appuie par rapport à son expérience de j'appuie trop fort, j'appuie pas assez fort. Elle me pose la question. C'est purement subjectif et basé sur l'expérience de la clinicienne. Elle fait un excellent job, la mienne, mais vous pouvez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est nouvellement amputé, qui a un changement volumétrique qui varie énormément. Ça devient très compliqué juste de faire l'appareillage. Donc, vous pouvez vous douter maintenant que lorsqu'on marche, lorsqu'on a différentes tâches fonctionnelles, mais tout ça ne permet pas d'évaluer ça. Donc, il faut avoir des, je vais en parler plus tard, il faut vraiment avoir des compagnies qui mettent en place des techniques pour évaluer la pression du membre amputé dans son emboîture, ce qui va faciliter toute la suite des choses. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ou du monde qui... Non? OK. Donc, rapidement, pour la deuxième section, je vais parler un peu de mes recherches puis de comment mes recherches se sont orientées en raison de tout ce que j'ai dit un peu plus tôt. Donc, comme Catherine elle l'a dit, je suis professeur agrégé dans l'École des sciences de la réadaptation à l'Université Laval. Donc, chercheur au CIRIS, au Centre de recherche à l'IADPQ, qui est affilié avec l'Université Laval. Et ça, c'est ma programmation de recherche. Le but, c'est pas d'embarquer sur chacune de mes étapes, mais juste rapidement, je me concentre beaucoup avec mon chercheur boursier sur les études fondamentales, donc l'apprentissage moteur, le contrôle moteur chez les enfants avec la paralysie cérébrale ou des personnes avec une amputation. Donc, j'étudie les mécanismes comportementaux de la planification motrice, des tâches d'appréhension, de la marche, et j'essaie d'étudier les mécanismes neurophysiologiques qui pourraient expliquer ces observations cliniques-là ou comportementales. Donc, je fais de l'IRM de diffusion, de la tractographie, je fais du NIRS avec mes étudiants, et ainsi de suite. Ensuite, je développe des interventions intensives qui sont basées sur les recherches que j'ai découvertes ou les études qui ont découvert sur les études fondamentales, les études comportementales. Donc, on va développer des interventions intensives que je vais en parler un peu plus tard, notamment avec Catherine Mercier et Véronique Flamand pour les enfants avec la paralysie cérébrale, mais également avec Daniel Levac au CHU Sainte-Justine et d'autres interventions avec Adaptavie, que des fois, il faut trouver des outils. Je développe également des activités physiques adaptées parce que moi, je l'ai perçu, évidemment, à quel point que si on n'est pas capable de faire de l'activité physique ou il y a des activités physiques qui ne sont pas adaptées, ben, on peut avoir une exclusion. Trop souvent, autant au primaire que au secondaire, j'ai des professeurs qui m'ont dit écoute, tu n'es pas capable de courir autant que ça, donc retourne à la bibliothèque, puis c'est tout. Malgré que j'avais quand même un engouement, j'avais une motivation, puis que des fois, c'est juste des petites adaptations qui auraient pu être intéressantes, qui auraient pu me permettre d'être super actif. Et bon, un transfert de connaissances. Je veux mettre l'accent un peu plus aujourd'hui sur les études fondamentales. Je n'irai pas tant dans le contrôle moteur. Je veux parler de
je veux parler de vraiment l'analyse quantifiée de la marche et les adaptations à la marche. Donc, c'est des projets en collaboration. J'ai plusieurs étudiants ici, mais c'est également un projet en collaboration avec Katia Turcot, qui est professeure dans l'école de kinésiologie à l'Université Laval. Mais également, on a des super de belles collaborations. Justement, je vois Laurent, je vois Yasra, il y a Philippe Dixon, il y a Louis-Nicolas Veilleux. Donc, on a des super de belles collaborations. Donc, je vais essayer un peu d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait ici, puis comment mes expériences peuvent venir influencer nos choix de recherche. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'analyse quantifiée de la marche, en fait, on utilise des marqueurs autoréfléchissants ou peu importe c'est quoi votre technologie que vous utilisez, que ce soit markerless ou pas, et ce qui nous permet de reproduire en 3 dimensions tout notre mouvement, notre patron moteur, notre marche. Puis à partir de là, on est capable d'aller recueillir des paramètres spatio-temporels, la cadence, la vitesse de pas, les flexions, extensions des différents segments. Je vois Chloé, justement, j'ai vu que, qui s'est connecté, qui a étudié ça, qui vient de super bien réussi son doctorat, là, qui fait un postdoc maintenant, qui s'est intéressé justement à l'analyse quantifiée de la marche chez les enfants avec l'appareil cérébral. Nous, on le fait avec Katia beaucoup chez les personnes avec une amputation, mais également chez les enfants avec l'appareil cérébral. Lorsqu'on fait des traitements, ça ressemble à ça. Ici, on a une marche typique d'un enfant avec l'appareil cérébral. Il existe des modèles spécifiques qui varient d'un centre à un autre, tout dépendant de son utilisation, mais globalement, on est capable d'extraire des données similaires. Toutefois, chez les personnes avec une amputation, ça devient beaucoup plus complexe dans le sens que où est-ce qu'on vient apposer les marqueurs sur la prothèse? Et est-ce que le fait d'apposer ce marqueur sur cette prothèse-là va nous permettre de vraiment calculer le bon axe de rotation ou pas? Ce qu'on s'est rendu compte, j'ai passé des rayons X il y a 2 semaines avec ma prothèse et mon axe de rotation est à peu près 5 à 6 centimètres trop bas, ce qui veut dire que ma prothèse n'est plus adaptée du tout. Donc, potentiellement, lorsqu'on faisait des analyses, ça pouvait amener un certain biais. Donc, il y a beaucoup d'études qui devraient être faites, il y en a qui se font en ce moment, mais de comment adapter des modèles chez les personnes avec une amputation, tout dépendant du type de prothèse, et ainsi de suite. Au-delà de ça, ben, il y a des prothèses qu'on ne pourra pas mettre de l'EMG parce qu'il y a un cuissard. On le voit bien ici dans l'image. On ne peut pas aller chercher certains muscles à cause que le cuissard, il vient prendre la place. Donc, il faut développer une nanotechnologie qui va nous permettre de mieux capter tout ce qui est l'activation musculaire chez la personne amputée. Donc, encore une fois, super important l'analyse quantifiée de la marche. On a fait une étude avec Yasra et Katia et Simon, qui est notre professionnel de recherche à Katia puis moi. Yasra faisait son postdoc durant ce temps-là, maintenant qui est professeur. Donc, on a regardé l'influence chez une personne, un case study. Bon, c'est moi, là, on s'entend. Donc, on a regardé l'influence de différents types de pieds ici. Donc, on avait 4 types de pieds que moi, j'avais préalablement choisi qui pouvaient être intéressants dans mon cas. Donc, le but, c'est pas de rentrer en détail, mais je veux juste vous démontrer ici comme quoi que si on regarde les lamelles au niveau des orteils, il y en a qui sont séparés, il y en a d'autres non. Donc, déjà là, on voit une distinction qui est quand même assez importante. Hubert, tu as une question ou un commentaire? On t'entend pas par contre. Ouais. Tu, Oui, c'est mieux. C'est Ouais, mieux. là, c'est bien. Ok, désolé. Écoute, merci beaucoup, Maxime. Et surtout, merci de ta façon de vulgariser et puis de passer au travers de tout ça. Bon, vraiment, c'est très édifiant. La question que je voulais te poser, c'est que tu disais que ta prothèse est 5 à 6 centimètres déjà plus bas et puis c'est plus correct. Mais est-ce qu'il y a eu des analyses ou des études qui montrent qu'il y a un seuil déterminé pour identifier le fait que, ok, à partir de tel seuil, on peut considérer en général que la prothèse n'est plus correcte? C'est une super de bonne question. C'est des études qu'on essaie de faire en ce moment, justement, sur quelle est l'influence des différentes composantes sur la marche. Puis, ce qu'il faut surtout pas oublier, donc, tu sais, pour répondre à ta question, il y a des études, mais vraiment pas assez. Puis,
ce qui est important de considérer aussi chez les personnes amputées, c'est que tu sais, on a toutes nos courbes de développement typique où l'adulte en santé, on le voit un peu ici, on essaie tout le temps de reproduire. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut nécessairement reproduire tout le temps des courbes des adultes en santé ou à développement typique? Idéalement, oui, mais il ne faut surtout pas délaisser la perception de la personne amputée. Tu sais, dans mon cas, moi, que mon axe de rotation était 5-6 cm, ça ne m'a jamais dérangé techniquement. C'est juste depuis 3 mois, j'ai de la difficulté, de OK, 3-4 mois que j'ai de la difficulté à marcher. Donc, c'est comme une combinaison des deux. OK, OK. Ah, parfait. Écoute, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, ici, dans l'étude qu'on a mis, comme je disais, on a 4 types de pieds. Des fois, un retour de force un peu plus élevé au niveau du talon versus d'autres. Puis ici, on a le méridien. Donc, le méridien, c'est un pied que la compagnie, elle essaie de mettre de l'avant comme quoi que c'est le meilleur pied qui existe, puisqu'il y a un microprocesseur à l'intérieur. Donc, ça devrait reproduire la marche. Euh, Ce qui peut être très bien pour certaines personnes. De mon côté, ça a été le pire pied pour moi. OK? De là, pourquoi je dis, il faut toujours demander, la subjectivité de la personne est super importante, son point de vue, parce que cette prothèse-là ou ce pied-là, ce que ça fait, c'est que ça va prendre les 2, 3 premiers pas. C'est de l'intelligence artificielle, ça va recueillir beaucoup de données, ça va prendre les 2, 3 premiers pas, ça va dire, OK, tu marches à telle vitesse. Maintenant, je vais t'aider à marcher, je vais utiliser de la force dans la flexion plantaire, donc ça reproduit un vrai pied. Ce qui est bien techniquement si tu fais de la marche longtemps, et ainsi de suite. Sauf que moi, je me suis rendu compte que si je suis dans la cuisine, je suis en train de cuisiner, tu fais 2 pas, tu fais un pas, tu tournes tout le temps, la prothèse n'est pas capable de s'adapter pour l'instant. Donc, des fois, quand je n'avais pas besoin de faire une flexion plantaire, le pied faisait une flexion plantaire. Donc, ça me déboussolait, je tombais presque. Ou bien, je marche, j'ai 2 enfants en bas de 3 ans, donc, dont une qui marche. Donc, je tiens la main de ma plus grande, Jeanne. Je tiens mon gros chien j'ai un chien de 90 livres, là. Donc, je le tiens avec mon autre main. Et si mon chien décide d'aller plus vite, ben moi, ma prothèse n'est pas capable de suivre parce qu'elle est trop habituée. Donc, automatiquement, je perdais l'équilibre. Si ma petite attirait sur ma main pour aller de l'autre côté, normalement, vous mettez votre pied, vous vous arrêtez. Ben, ce pied-là, il n'est pas capable de faire ça. Et la pire chose, quand je faisais de la moto, pour ceux qui font de la moto, le pied droit, c'est pour le break. Ben, après un certain temps, ce pied-là se met en position flexion plantaire pour simuler un peu comme un vrai pied. Donc, je pouvais appuyer sur le break en conduisant. Donc, à 110 km/h en appuyant sur le break, quand tu t'y attends pas, ça fait le saut. Donc, dans mon cas à moi, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, on a plein de monde qui ont dit comme quoi que c'est super intéressant. Donc, vraiment du cas par cas. Puis je pense que c'est vraiment le point clé ici, c'est du cas par cas. Il faut améliorer les outils pour permettre une meilleure optimisation de l'appareillage, tout dépendant de l'expérience, des besoins, du sport, ainsi de suite. Donc, ici, c'est vraiment pour démontrer à quel point regarder les courbes, à quel point qui varient d'une prothèse à une autre. Ouais, peut-être que- Oui, Rachid. Oui, bonjour, je ne veux pas déranger, désolé, je suis arrivé un peu en Demain? retard. Autorisé, qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, moi j'ai mis, je sais pas pourquoi ça affiche autorisation. Ok. Est-ce que vous m'entendez, tout le monde? Super. Oui, merci pour ta présentation, c'est vraiment intéressant, ça me fait penser à beaucoup de souvenirs. Mais la question que tu poses est vraiment importante là sur le pied prothétique robotisé un petit peu. Je pense, et ça c'est définitivement une problématique importante. Mais il a été certainement ces pieds à restitution d'énergie ou à exploitation de la dorsiflexion et la flexion plantaire, c'était fait pour réduire l'énergie à la marche longtemps. Donc sur 4 km, tu vas peut-être faire un effet, ça a été publié à l'époque par Autoboc et tout. Mais effectivement, dans la cuisine, quand tu viens, l'exemple que tu viens de citer, je tourne tout ça, puis il n'y a pas d'adaptation. Ça demanderait d'autres algorithmes et tout. C'est ça pourquoi. Mais je suis toujours un peu. J'ai déjà travaillé sur les pieds prothétiques il y a longtemps et des quilles internes
asymétrique qui permettait de transférer le poids vers l'intérieur et pas symétrique comme le flex ou le méridium. Je ne connais pas ces pieds-là d'aujourd'hui, mais ils restent toujours avec des quilles séparées ou non séparées, mais symétriques. Alors que notre pied humain, il a une voûte qui nous fait automatiquement pencher vers l'intérieur après le cycle de marche et ça permet un transfert de poids. Je ne comprends pas pourquoi les gens continuent à faire du symétrique au lieu de faire de l'asymétrique pour symétriser le pas de marche. Mais c'est très intéressant quand même, ce que tu sors comme information. Bon, c'est sûr que c'est in case, in patient et c'est vraiment utile. Désolé d'interrompre. Ben non, 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 Merci. on encourage les personnes pour amener leur point de vue. T'as un super de bon point de vue, puis je suis d'accord avec la symétrie puis la symétrie. Je sais que Ossur puis Autobox sont en discussion, justement. J'ai discuté avec certaines personnes qui essaient de développer des nouveaux pieds également, puis c'était un point qu'on discutait. On va probablement une conférence internationale sur la prothèse l'année prochaine. Donc, ça va être des discussions qui vont être mises de l'avant, c'est assuré. Donc, beaucoup de choses à faire. C'est bien. Donc, on va aller au-delà des différentes composantes. Un des points cruciaux qui est sous-étudié, en fait, c'est le manchon. Donc, comment qu'on va venir insérer le membre amputé dans dans la prothèse. Puis je vous l'ai dit tantôt, vous l'avez vu avec Marion, ma prothésiste, elle vient donner des points de pression. Il faut mettre l'angle de la jambe amputée à un certain angle. Est-ce que tu dois contracter ton muscle pour simuler une contraction qui va venir appuyer? Beaucoup de choses à penser. En ce moment, avec Skinatic, je vois certaines personnes ici, Guillaume et Cyril qui sont là. C'est un startup en fait, qui vient vraiment évaluer les points de pression. Donc, c'est vraiment, il utilise une nanotechnologie avec plusieurs points de pression, des capteurs de pression qui va permettre d'évaluer c'est où les points de pression dans la prothèse. Donc, la personne qui dit, écoute, moi, j'ai une pression là, c'est extrêmement difficile de dire j'ai une pression là sur la prothèse. On dit OK, ben j'ai une pression là, c'est correct. Puis là, tu enlèves la prothèse, puis tu fais comme ben c'était là ou c'était là, je sais pas. Puis là, la prothésiste, elle va essayer de deviner un peu c'était où. Tu sais, je veux dire, je suis dans le domaine, je connais très bien l'anatomie, et même moi, j'ai de la misère à dire ma prothésiste, c'est où. Donc, une technologie comme celle-ci qu'ils sont en train de développer va venir non seulement permettre le modelage du manchon. Mais dans ce cas-ci, nous, ce qu'on essaie de regarder, c'est également dans des différentes tâches fonctionnelles. On se lève, on est en position assise, on marche, ainsi de suite, puis on va le coupler avec l'analyse quantifiée de la marche pour voir est-ce qu'on est capable de trouver des indicateurs, est-ce qu'on est capable de venir valider ça, ainsi de suite. Donc, c'est des projets qui sont en cours, qui sont en phase de développement. En ce moment, Guillaume et Cyril sont vraiment en train de développer la technologie. Puis, il y a un groupe également de design qui vont venir complémenter également, apporter leur perspective là-dessus. Donc, il y a des beaux projets qui sont en train de développer là-dessus. Donc, évidemment, moi, comme chercheur, je suis super intéressé, mais on ne se le cachera pas, comme personne amputée, je suis encore plus intéressé. Ça va venir m'aider. En ce moment, on a énormément de difficultés avec mes points de pression. En fait, ma jambe amputée, j'ai des lésions depuis le mois d'août, là. Je suis toujours ouvert, ma jambe est complètement ouverte, on voit la chair musculaire. On voit les muscles, c'est vraiment pas le fun, puis on n'est pas capable de développer de quoi. Donc, ce type d'appareillage-là va être grandement facilitateur pour moi et pour d'autres personnes amputées. En tout cas, du moins, on espère. Ok. Ben oui, oui, tu peux. Oui, oui, vas-y. Il y a beaucoup de sujets intéressants. Je pense que juste pour répondre à un détail que tu as mentionné tout à l'heure au niveau des EMG, il existe quand même des électrodes plates. Ça veut dire juste une plaque de cuivre qu'on peut monter et on tire deux fils. Bon, ça prend quand même du traitement de signal parce qu'il ramasse du bruit et tout ça. Donc on peut, si on veut, par exemple, quelqu'un qui est assis sur les glutéus et tout ça, mesurer l'EMG de certains muscles au contact très fort, on peut. Évidemment, on ne peut pas mettre des électrodes qui se vendent chez Delsys, c'est épais et tout. Donc, il existe des électrodes plates, comme des films qu'on met et puis qu'on recueille l'EMG. Donc, on peut, à l'intérieur d'une, je ne sais pas, d'une emboîture, permettre de voir les résidus, enfin les muscles résiduels, leur comportement, etc. Si tu as envie vraiment de lire l'activité musculaire.
En La effet. deuxième chose que tu viens de citer qui est hyper importante, que moi aussi j'ai découvert beaucoup plus tard que l'emboîture était importante et qui va dépendre essentiellement de la chirurgie. Il y a certains chirurgiens qui coupent des muscles, qui recousent des muscles, par exemple le tendon rotulien, qui ne savent pas quoi faire avec le semi-tendineux. Ils disent, bon, allez, je le mets ici, l'autre, mais même si la hauteur du moignon est toujours la même, les sujets ne sont pas identiques d'une chirurgie à l'autre. Et donc, toi, tu as ton semi-tendineux qui était bien fixé sur une situation qui permet de donner un sensoriel, qui te permet de faire mieux une marche qu'un autre qui a été coupé et rafistolé parce que le chirurgien a dit, je fais quoi avec ce morceau? Ben, je le mets ici ou ici. Et ça a beaucoup, beaucoup d'importance. On oublie l'importance de la chirurgie. Alors, en dehors des problèmes de frottement que tu viens de citer, les plaies que tu as peut-être actuellement, mais on ne met pas les muscles de la même manière résiduelle, on ne le recoupe pas. Et ça donne du sensorimoteur différent. Et c'est très, très important, ça. À mon avis, tu es dans le... Puis la dernière, et je laisserai peut-être d'autres, c'est l'ostéo-intégration. Est-ce que tu as pensé Ouais, à ça, ce qu'il fait à Laurent Frossard en Australie et ouais. tout? Je ne sais pas si c'est quelque Moi, je chose de connais bien, pensable. ouais, je connais bien l'ostéo-intégration pour transtibial. Moi, je préfère pas, surtout pour une OK, personne qui est active, ce n'est pas recommandé pour l'instant. Mais OK. on est en discussion justement avec des chirurgiens pour aller explorer les données sur l'ostéo-intégration. Je vois que Katia avait rajouté un point aussi là-dessus. Peut-être. Ah, si elle est là, je vois pas tout le monde, Oui, d'ailleurs. Salut, Katia. oui. Je me retire. Mais je peux peut-être juste rajouter, faire du pouce sur l'ostéo-intégration parce que les projets que j'ai en collaboration avec Maxime en ce moment, je ne sais pas si Rosalie est là, notre étudiante à la maîtrise qu'on a en commun. Nos deux prochains participants, c'est des ostéos intégrés qu'on va Ah, avoir, qu'on va super. tester. Là, on a un projet avec les amputés de guerre, puis on va voir l'impact de l'ostéo-intégration, puis le réalignement de certaines prothèses. Donc, c'est des chirurgies qu'on voit de plus en plus avec les personnes amputées, là, puis Ah, donc c'est bien. ça va être intéressant de voir l'impact de l'ostéo-intégration de plus en plus. C'est pas toutes les personnes amputées qui peuvent avoir cette chirurgie-là, là, mais ceux qui sont beaucoup en douleur, là, ils ont accès à cette chirurgie-là là, de plus en plus. Là. Donc, en effet, ça va être intéressant de voir l'impact de la chirurgie. On va te laisser Merci de... continuer. Ça fait longtemps que j'ai vu Rachid, sinon je vais continuer à Salut. parler avec Rachid. Salut. Ouais, juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'ostéo-intégration, c'est une tige de métal qui rentre majoritairement dans le fémur. Ça peut se faire au niveau transtibial également. Puis dans le fond, c'est que ça va venir s'attacher sur la prothèse. Donc, ça nécessite deux chirurgies, temps de récupération qui peut être un peu plus long, mais niveau fonctionnel, souvent, c'est beaucoup plus amélioré pour certaines personnes. Donc, un autre projet qui a été financé par Inter, justement, EthnoCare, qui est une compagnie qui a vraiment explosé à l'international là, depuis quelques temps. La mère d'un des fondateurs de EthnoCare a été amputée. Puis dans la première année suite à l'amputation, pour un adulte, il y a un changement volumétrique, ce qui veut dire que tu as une grosseur de ton moignon qui va varier à travers la journée. Et la méthode traditionnelle, c'est que tu enlèves ta prothèse, tu rajoutes un bas, tu remets ta prothèse. Après quelques heures, tu enlèves ta prothèse, tu mets un autre bas, et ainsi de suite. C'est vraiment épuisant, et ainsi de suite. Donc, EthnoCare, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est un manchon qui va venir permettre de gonfler, qui va venir s'adapter selon le changement volumétrique à travers la journée. C'est une compagnie qui est vraiment très bien, qui répond à beaucoup de besoins, comme j'ai dit, qui est à l'international. Puis ici, on a justement Alison Ealing, qui est, depuis ce temps-là, qui est Mhm. capable de marcher un peu partout dans la neige, ainsi de suite. Parce que pensez-y, vous êtes en excursion, il fait froid, vous avez un manteau, vous avez des pantalons, vous devez tout enlever ça. Vous devez enlever votre jambe. Pendant ce temps-là, ben, vous vous gelez. Ensuite, vous remettez des bas. Ça donne pas le goût. C'est vraiment pratique. Moi, je n'ai jamais connu ça vu que j'ai perdu ma jambe quand j'étais bébé. Mais EthnoCare, juste pour vous démontrer un peu c'est quoi toute l'étendue des projets qui peuvent se faire chez les personnes amputées. Un projet que Katia a rapidement dit, là, je veux parler d'harmonisation des analyses quantifiées de la marche ou de l'analyse de mouvement.
les 2-3 prochaines diapos, c'est vraiment juste pour permettre d'introduire. C'est autant chez les enfants avec la paludisme cérébrale que chez les personnes amputées. Bon, l'analyse quantifiée de la marche, c'est un examen médical qui est indispensable. La science, elle appuie cette nécessité de laboratoire-là. Et c'est vraiment un outil d'aide au diagnostic. C'est complémentaire à l'observation clinique et c'est souvent utilisé pré-chirurgie. Donc, on va parler plus pédiatrique en ce moment. Tu as trois centres au Québec en enfance. Tu as Marie-Enfant, Laurent Balaz, Philippe Dixon qui était impliqué, Yosra. J'espère que je n'oublie pas personne. Yosra, Laurent, vous le dites, hein, si j'oublie quelqu'un, je suis désolé. Ensuite, au Shriners, qui est vraiment mené par Louis-Nicolas Veilleux, et nous autres à Québec avec Katia Turcot puis moi-même. Donc, ce qu'on a dit, on a chacun nos procédures pour faire de l'analyse quantifiée de la marche, pour des chirurgies, des fois pour des projets de recherche, ainsi de suite. Et ce qu'on souhaite mettre de l'avant, on sait que mondialement, c'est toujours, il y a des pays qui c'est vraiment, ils recommandent de l'utiliser. Ce qu'on nous, on souhaite de faire, c'est de trouver un modèle qui va plaire, qui va répondre aux exigences de chacun des trois centres, donc un minimum de modèles. Et chacun de ces centres-là peut utiliser son propre modèle, donc de rajouter quelques marqueurs pour pouvoir faire ses propres recherches-là. Et on souhaite harmoniser nos procédures à travers les trois centres. Pour l'instant, on a ces trois centres-là. Et l'objectif dans tout ça, c'est de créer une banque de données à travers la province. On regarde des discussions de niveau national. On est déjà en discussion avec certains laboratoires à travers d'autres provinces en ce moment. Et en ayant une banque de données, bien évidemment, non seulement ça va favoriser le type de chirurgie, la récupération, ainsi de suite, mais ça va également favoriser le partage de données. On pourra avoir certains algorithmes pour améliorer nos analyses de données, ainsi de suite. Et un des buts ultimes, c'est de dire à la RAMQ, hey, il serait temps que vous remboursez ça. Donc, ça serait le fun d'avoir quelqu'un de la RAMQ en ce moment qui serait là. Mais donc, le but, c'est vraiment, il y a des pays en ce moment qui le remboursent. Nous autres, à Québec, on a réussi à avoir une entente avec le CIUS et le CHU pour rembourser ces analyses quantifiées de la marche-là. Donc, c'est des processus que Katia puis moi, on est en train de développer avec Yosra, Laurent, ainsi de suite. C'est des gros projets qui vont prendre 5-10 ans, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-nous signe. On est vraiment en ce moment en discussion avec plusieurs centres, des compagnies privées, ainsi de suite. Donc, comme je disais, ça peut être autant pour la personne amputée que la paludisme cérébrale. Je suis extrêmement choyé. Même Katia, la semaine passée, j'ai de la misère un peu avec j'ai vraiment de la misère avec ma prothèse en ce moment. Là. Je la pêcherais au bout de mes bras quasiment. Là. Mais je suis ressorti de l'amphisiade puis avec ma prothésiste. Puis tu sais, Katia, la première chose qu'elle a dit, tu t'en vas dans le labo, on fait des données, puis on regarde qu'est-ce qui serait mieux pour toi. Donc, j'ai la chance unique en ce moment de vraiment aller chercher cette expérience-là qui va favoriser tout le retour fonctionnel. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour les dernières minutes. Donc, le but, en d'autres mots, c'est de créer un hub en santé du mouvement. Donc, ce n'est pas uniquement de la marche, mais de créer un hub en santé du mouvement à travers le Canada. On a beaucoup d'équipes qui ont démontré un intérêt. Je veux rapidement parler là, de l'utilisation de la réalité virtuelle. Bon, la majorité, d'après moi, d'entre vous savent c'est quoi la réalité virtuelle. Donc, c'est une expérience multisensorielle, ça amène une motivation au niveau d'engagement, et ainsi de suite. Et pourquoi j'utilise la réalité virtuelle? Ben, j'en ai discuté un peu brièvement. Euh, Lorsque je faisais des activités physiques, ben, des fois, si je suis blessé, je suis en fauteuil roulant, mais j'aime quand même bouger. Mais la réalité virtuelle aurait pu être un bon choix. Est-ce que ça peut être dans un environnement sécuritaire des enfants qui la paludisme cérébrale? Ça peut être utilisé comme mécanisme pour évaluation des études comportementales, ainsi de suite. Donc, j'ai un gros projet en ce moment avec OVA qui a développé une compagnie, qui a développé une plateforme virtuelle, ça s'appelle StellarX, qui permet de créer des jeux vidéo avec du drag and drop, tout simplement. Tu vas chercher des assets sur Internet et en collaboration avec Adaptavie, qui est un organisme à but non lucratif pour favoriser le bien-être chez les personnes avec des incapacités physiques. Et ce qu'on a fait, c'est vraiment en partenariat avec toute cette équipe-là de développer des jeux vidéo pour promouvoir l'activité physique chez les enfants, des adolescents, des jeunes adultes avec divers types d'incapacités physiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeux souvent sont modélisés selon le type d'handicap que la personne a. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer quelques jeux qu'on est capable de faire, du soccer, ainsi de suite. Puis, juste
vous démontrer à quel point c'est du drag and drop. On a comme une plateforme qu'on est capable de glisser. Donc, je ne sais pas si Martin Lemay il est là en ce moment ou Daniel Levac, c'est des personnes qui l'utilisent. Marika Demers également qui l'utilise, Martine Bordelot. Puis il y a d'autres personnes qui commencent à l'utiliser également, ce type de jeu-là. Donc, sans rentrer dans les détails, là, on a développé des jeux, on a intégré les jeux vidéo dans des camps d'Adaptavie. On l'a également adapté à domicile. Et un point qui est intéressant, que peut-être certaines personnes d'entre vous, je sais qu'il y a des chercheurs, notamment David Labbé et d'autres personnes à Montréal, euh, de comment adapter la manette pour qu'une personne avec une paralysie cérébrale ou une spasticité puisse tenir la manette. Donc, c'est toutes des choses que j'ai vécues personnellement à une certaine, quand j'étais plus jeune, que ce soit la prothèse, ainsi de suite. Donc, de là, pourquoi je fais ce type de projet de recherche-là. Ça, c'est la même chose. C'est juste pour démontrer ici quelques jeux vidéo qu'on a développés à travers le temps ou des jeux qu'on a achetés, puis des jeux que Martin Lemay également a développés. Donc, c'est vraiment pour démontrer la faisabilité d'implémenter la réalité virtuelle dans des milieux organismes. Et je vais terminer avec cette section-là, avec Daniel Levac à Marie-Enfant, au CRME, en fait, on a développé une thérapie bimanuelle qui a comme objectif de favoriser la récupération motrice chez les enfants avec la paralysie cérébrale. Donc, c'est 65 heures de thérapie en 2 semaines. Et on sait que la thérapie, des fois, ça peut être ennuyant pour les enfants. Des fois, on n'est pas capable de créer un monde imaginaire, ainsi de suite. Donc, on a un volet de tout ce qui est jeux vidéo actifs et réalité virtuelle dans lequel il y a certains outils qui sont adaptés aux besoins de l'enfant et aux attentes de l'enfant pour les capacités fonctionnelles, ainsi de suite. Donc, c'est un camp qui va durer encore pour au moins 5-6 prochaines années, qu'on a déjà des données préliminaires, que c'est super efficace. Donc, juste ici, vous voyez des enfants qui courent. Donc, on a été capable il y a des enfants qui ne sont pas capables de mettre la manette, ben, on le met sur son bras, ainsi de suite. On choisit des jeux en conséquence. Et pour terminer, Inter nous avait financé un colloque sur la réalité virtuelle. On l'a fait l'année passée, en 2023, en fait. On avait démontré on avait discuté de la réalité virtuelle. Il y avait presque 100 personnes, cliniciens, chercheurs. On a vraiment mis de l'avant sur c'est quoi la réalité virtuelle, comment on peut l'utiliser. Et prochainement, on va avoir une activité de planification et dissémination pour essayer d'identifier c'est quoi les priorités sur l'utilisation de la réalité virtuelle dans le domaine de la réalité virtuelle. On passe des entrevues auprès de certaines personnes. Donc, si vous voulez avoir un intérêt par rapport à ça, n'hésitez pas à communiquer avec nous. C'est en partenariat avec Daniel Levac et Martin Lemay. C'est tout. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, si on a le temps. Désolé, j'ai peut-être passé un peu trop vite, là. Merci, Maxime. Si on avait le temps, on garderait une autre heure encore, je pense, à t'entendre parler de ton parcours et de tous tes projets, là. Il resterait peut-être soit une petite question ou je ne sais pas si tu avais une petite conclusion pour la suite de tout ça qui ressort de cette présentation-là, si tu es ouvert à des collaborations ou si tu allais chercher quelque chose. Donc là, je vois une petite main levée, fait que ça va peut-être finir par la question finalement. Dalia? Merci pour la super présentation, puis plein d'informations vraiment intéressantes. Puis ça m'a fait vraiment réaliser, même si je pense que je le savais, mais je n'avais pas réalisé jusqu'à quel point les besoins changent vraiment au cours de la vie, dans différents contextes, différents moments de la journée. Bon, vraiment beaucoup d'éléments qui font que ça change. Alors, quand on pense à une technologie, si on y pense de façon statique, on manque quelque chose d'important, je pense, d'où l'importance du feedback et de l'input des utilisateurs, mais un spectre d'utilisateurs aussi, je pense, vraiment intéressant. C'était juste un commentaire, en fait. C'est super de bel ajout, c'est vrai. Il faut que ça soit personnalisé, ça soit modifiable, adaptable, oui, en effet. Rachid, si Catherine le permet. Si Catherine le permet, 15 secondes. Vas-y, Rachid, on va finir avec ton commentaire. Tu as soulevé un problème très important et je voulais juste donner un historique à ça sur le partage des données. Le premier congrès du repas à Québec, j'ai assisté, j'étais un peu jeune,
Et il y avait encore Daniel Bourbonnet et tous les gens du CRIR et du CIRIS là-bas. Et une des choses, je travaillais à Sainte-Justine à l'époque, donc à Marie-Enfant, et c'était, est-ce qu'on peut mettre des données en commun? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de laboratoires, et il y avait McGill, Sainte-Justine qui avait des motion analysis et Carol Richards qui était... Et ça ne s'est jamais fait parce que, comme tu l'as dit, les marqueurs, on fait comme ça, on a un protocole, on ne peut pas se partager. Aujourd'hui, tout le monde a un système d'analyse d'image, donc des données, il y en a plein. L'idée, c'est pas de dire on va faire un... Moi, j'ai un conseil, mais allez-y comme vous voulez. C'est de dire quel est l'état de la situation actuelle. Nous, chez nous, on a des 300 sujets, l'IRM, l'Institut de réadaptation, ils ont des sujets. Vous autres, vous en avez. Donc, si on compte juste le nombre de sujets, on peut facilement arriver à n égale 5000 sans problème, demain matin. Et donc, il y a au moins 5000 sujets avec différentes pathologies. Commençons par dire, est-ce que avec l'état actuel des choses, peut-on se partager et trouvons les moyens de les partager. Puis après, dire non, nous, on met des marqueurs comme ça et tout dans l'avenir pour parler de l'AQM. Au lieu de dire on va se réunir, on va faire ça, parce que moi, je l'ai vécu dans le passé, puis ça ne se concrétise pas. Tout le monde était d'accord. Il n'y a pas une seule personne qui s'est opposée à mettre des données en commun en 1993. Alors aujourd'hui, j'écoute le problème, j'ai dit quand même, on est en 2024 et on devrait faire peut-être, mais c'est un conseil, allez-y, prenez les données par petits bouts. N'essayons pas de faire une banque de données canadienne, c'est extraordinaire, mais faites-le en commençant par le CRIR, le CIRIS, les laboratoires connus dans le Québec. Et je serais prêt à Merci. partager moi aussi. Parfait. Bon, on va te Voilà. faire signe. Mais merci, ça se Merci. concrétise. Marie, notre étudiante à la maîtrise qui rentre au doc, elle est en train de développer ça. On a fait des entrevues puis tout ça. Donc, tout est en processus en ce moment, là. Donc, pas te mettre la pression, Marie, hein. Mais donc, voilà. Catherine, je ne sais pas si. Oui, ben, on va Désolé. finir là-dessus, là. Merci beaucoup, Maxime. Merci, là. C'est le temps d'applaudir virtuellement ou pas, là. Merci pour ta présentation.